Monsieur Williams savait tout, sauf la seule chose qu'il désirait vraiment. Un fils. 5 filles, des milliards à la banque, des propriétés éparpillées partout au Nigeria, mais aucun enfant mâle pour porter son nom. Et maintenant que la mort frappait à sa porte, ce vide dans son cœur ressemblait à une blessure impossible à guérir. La maladie était arrivée brutalement. Un mois plus tôt, il entrait encore dans des salles de réunion, signait des contrats, prenait des décisions. Le mois suivant, ses mains tremblaient quand il essayait de tenir un stylo. Ses jambes ne pouvaient presque plus le porter de la chambre à la salle de bain. Les médecins dirent que c'était un cancer, agressif et impitoyable. Ils lui donnèrent 6 mois à vivre s'il avait de la chance. Sa femme, Déborah, jouait parfaitement le rôle de l'épouse inquiète. Elle appelait les meilleurs médecins, organisait les rendez-vous, lui tenait la main en public. Mais derrière les portes fermées, ses yeux étaient froids et calculateurs. Elle attendait ce moment depuis des années. Quand M. Williams devint trop faible pour faire les choses seul, Déborah prit une décision. Il fallait quelqu'un pour s'occuper de lui à la maison. Le nourrir, le laver, le regarder mourir lentement. Mais elle était maligne. Elle ne voulait pas d'une infirmière expérimentée ou d'une aide-soignante professionnelle trop risquée. Ces gens-là posaient trop de questions. Elle avait besoin de quelqu'un de désespéré et d'ignorant. C'est ainsi que Mia entra dans leur vie. Mia avait 22 ans et venait tout juste d'Ajagunal, l'un des quartiers les plus pauvres de Lagos. Elle vivait dans une seule pièce avec sa mère et ses 2 petits frères. Sa mère vendait des oranges au bord de la route et gagnait à peine de quoi les nourrir. Quand Mia entendit parler d'un poste de domestique dans une famille riche, elle sauta dessus sans réfléchir. Elle n'avait aucune formation, aucune expérience. Elle n'avait jamais travaillé dans une grande maison, jamais servi des gens fortunés, jamais utilisé la moindre des machines sophistiquées qu'elle découvrit dans le manoir des Williams. Mais elle avait désespérément besoin d'argent, alors elle mentit à l'entretien en affirmant avoir travaillé pour 2 autres familles. Déborah vit clair dans ses mensonges et c'était exactement ce qu'elle voulait. « Tu vas t'occuper de mon mari », dit Déborah à Mia le premier jour, d'une voix douce mais d'un regard dur. « Il est très malade. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas manger tout seul. Tu feras tout pour lui. Tu comprends ? » « Oui, madame, » répondit Mia, reconnaissante d'avoir un travail. Si quelque chose lui arrive, s'il tombe, s'il s'étouffe, si quoi que ce soit se passe mal, tu en seras tenu responsable. Tu comprends aussi ça ? Mia hocha la tête, mais un frisson lui traversa la colonne vertébrale. Elle ne comprenait pas pourquoi madame Williams disait cela, mais elle repoussa sa peur. Sa famille comptait sur elle. Le manoir des Williams était immense. 10 chambres, une piscine, des sols en marbre sur lesquels Mia avait peur de marcher, de peur de glisser et casser quelque chose. La première fois qu'elle vit M. Williams, il était assis dans sa chambre, regardant par la fenêtre. Il paraissait fatigué, vieux, vaincu. « Bonjour, monsieur, dit-elle doucement. Il tourna la tête vers elle, les yeux ternes. « Qui es-tu ? » « Je m'appelle Mia, monsieur. Je suis là pour vous aider. » Il hocha lentement la tête et se retourna vers la fenêtre. Ce premier jour, Mia comprit à quel point il était malade. Ses mains tremblaient quand elle essayait de le nourrir. Il pouvait à peine tenir debout sans soutien. Parfois, il restait assis des heures à regarder dans le vide. Mais au fil des jours et des semaines, quelque chose changea. Monsieur Williams commença à lui parler. D'abord de petites phrases. « La nourriture est bonne aujourd'hui. » Ou « Merci, Mia. » Puis les conversations devinrent plus longues. Il lui parla de sa vie, de ses affaires, de ses regrets. Et Mia écoutait, parce qu'elle ne savait faire que cela. Elle ne le jugeait pas. Elle ne voyait pas des signes de Néra en le regardant, comme le reste de sa famille. Elle voyait juste un homme malade qui avait besoin de gentillesse. Et pour Monsieur Williams, c'était tout. Un soir, après qu'elle l'eut aidé à dîner, il lui attrapa doucement la main. « Mia, sais-tu ce que ça fait d'avoir tout, et pourtant rien en même temps ?» Elle secoua la tête. « J'ai 5 filles, continua-t-il, les yeux perdus. Olivia, Emma, Amelia, Charlotte et Sophia. Toutes des filles, de belles filles, mais je n'ai pas de fils. » Mia ne répondit pas. « Mon père m'a dit avant de mourir qu'un homme sans fils n'est pas un homme complet. Je ne comprenais pas à l'époque, mais maintenant je comprends. Quand je mourrai, tout ce que j'ai construit va se disperser. Mon nom disparaîtra.
Personne ne continuera ce que j'ai commencé. Des larmes lui montèrent aux yeux. Les médecins disent qu'il me reste quelques mois. Peut-être moins. J'ai un seul souhait, Mia. Un seul, je veux un fils avant de mourir. Mia comprit alors. Son souffle se coupa. Elle retira lentement sa main. Monsieur, je sais que ça paraît fou, l'interrompit-il rapidement. Je sais que je demande quelque chose d'impossible, mais tu es la seule personne dans cette maison qui me traite comme un être humain. Les autres attendent juste que je meure. Mia se leva, le cœur battant. Ce que cet homme lui proposait pouvait changer sa vie, ou la détruire. Mais avant d'aller plus loin, tu dois comprendre quelque chose. Les gens autour de Monsieur Williams. La famille qui était censée l'aimer, mais n'aimait que son argent. Deborah Williams était un serpent habillé en vêtements de luxe. Depuis 25 ans, elle jouait la parfaite épouse en attendant patiemment de tout récupérer. Elle lui avait donné 5 filles, non par amour, mais parce qu'à chaque enfant, elle gagnait plus d'accès à ses comptes, plus de pouvoir. Maintenant qu'il mourait, son plan se déroulait parfaitement. Engager une domestique ignorante, attendre qu'un accident arrive, et blâmer la pauvre fille. La police la croirait qui remettrait en question une veuve en deuil, puis il y avait les filles, chacune plus égoïste que la précédente. Olivia, 28 ans, influencée par son petit ami Kenneth, qui lui murmurait chaque nuit. Quand est-ce que le vieux va mourir? On a tout planifié depuis 2 ans. Quand il part, on prend l'argent et on part à Chypre. Olivia disait toujours oui. Emma, 26 ans, vivait pour Instagram. Dans sa tête malade, la mort de son père ferait d'elle une célébrité. La fille du milliardaire hérite d'une fortune, un rêve absurde mais bien réel pour elle. Amelia, 24 ans, était la marionnette de sa mère. Tout ce que Deborah disait, Amelia l'exécutait sans réfléchir. Charlotte, 22 ans, voulait détruire l'empire immobilier de son père pour le remplacer par une entreprise de perruques et de faux ongles. Elle croyait sincèrement être un génie. Sophia, 20 ans, était mourante elle-même, cancer au stade 4. Pourtant, même à l'approche de sa propre mort, elle voulait l'argent pour acheter un remède miracle inexistant. Aucun d'eux ne l'aimait. Ils attendaient tous sa mort. Et voici Mia, une fille pauvre d'Ajagunal, debout au milieu d'un manoir rempli de vautours, à qui un milliardaire mourant demandait la seule chose que son argent ne pouvait pas acheter. Un fils. Mia faisait de son mieux, mais le chef Williams voyait bien que la jeune fille n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. La première semaine fut un désastre. Elle brûla son petit déjeuner 2 fois. Elle lui donna ses médicaments au mauvais moment. Quand elle essaya de l'aider à marcher jusqu'à la salle de bain, ils faillirent tous les deux tomber parce qu'elle ne savait pas comment soutenir correctement son poids. N'importe quel autre employeur l'aurait renvoyée sur le champ. Mais il y avait quelque chose chez Mia qui empêchait le chief Williams de se plaindre. Elle mettait son cœur dans tout ce qu'elle faisait, même lorsqu'elle échouait. Quand elle brûlait les œufs, elle s'excusait si sincèrement qu'il ne pouvait pas rester en colère. Quand elle mélangeait ses médicaments, elle pleurait et promettait d'écrire tout dans un carnet pour que cela n'arrive plus jamais. Et elle le fit. Elle créa un cahier avec les horaires et les dosages, qu'elle vérifiait toutes les quelques heures comme si sa vie en dépendait. Elle était correcte, respectueuse. Elle ne se plaignait jamais même quand le travail devenait écrasant et que ses mains étaient abîmées par le nettoyage. Elle ne demandait jamais de congé ni ne rechignait aux longues heures. Elle travaillait simplement, en silence, sans relâche, essayant de prouver qu'elle méritait d'être là. Peu à peu, le chief Williams commença à dépendre d'elle. Non pas parce qu'elle était bonne dans son travail, mais parce qu'elle se souciait de lui. Et dans une maison pleine de gens qui attendaient sa mort, ce petit acte d'attention signifiait tout. Plus il passait de temps avec Mia, plus il attendait avec impatience sa présence. Quand elle entrait dans sa chambre le matin, sa journée semblait un peu plus lumineuse. Quand elle s'asseyait à côté de lui pour lui donner son déjeuner, il lui posait des questions justes pour la garder auprès de lui un peu plus longtemps. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un dans sa maison le faisait se sentir humain. Mais ses filles le remarquèrent, et elles n'aimèrent pas cela du tout. Olivia fut la première à créer des problèmes. Un après-midi, alors que Mia nettoyait la chambre du chief Williams, Olivia appela depuis le salon. « Mia, viens ici. » Mia descendit en courant, inquiète qu'il y ait un problème. « Oui, madame. » Olivia était allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone.
Elle ne leva même pas les yeux. Passe-moi la télécommande. Mia regarda autour d'elle et vit la télécommande posée sur l'accoudoir, à quelques centimètres seulement de la main d'Olivia. Madame, elle est juste là, à côté de vous. Je t'ai dit de me la passer. La voix d'Olivia était tranchante, un défi. Mia ravala sa fierté, prit la télécommande et la lui tendit. Olivia l'arracha sans un merci et la renvoya d'un geste de la main, comme si elle chassait une mouche. Cela devint une habitude. Olivia appelait Mia pour les choses les plus insignifiantes. Fermer le rideau. Apporter un verre d'eau alors que la cuisine était à 5 pas. Ajuster la climatisation. Une fois, alors qu'elle parlait avec Kenneth, elle claqua des doigts et pointa vers la porte. Mia resta immobile, confuse, jusqu'à ce qu'Olivia couvre le téléphone et siffle. Ferme la porte. Tu es aveugle? Mia ferma la porte calmement et s'éloigna, la poitrine serrée de honte. Emma était pire. Elle passait ses journées à créer du contenu pour Instagram et TikTok, dansant devant ses lampes et changeant de tenue chaque heure. À chaque fois que Mia passait devant sa chambre, Emma l'appelait. Mia, règle mes lumières. Elles ne sont pas assez brillantes. Mia ajustait les lampes, les plaçant exactement comme Emma le voulait. Mais 5 minutes plus tard, Emma la rappelait. C'est encore mauvais. Recommence. Et Mia recommençait. Parfois Emma lui faisait ajuster les mêmes lumières 3 ou 4 fois juste parce qu'elle en avait envie. Un jour, elle lui demanda même de nettoyer les ring lights alors qu'elles étaient impeccables. Mia les essuya soigneusement, mais Emma les inspecta et déclara. Tu as raté une tâche. Recommence. Amelia, elle, jouait un autre jeu. Elle envoyait Mia dans la chambre de sa mère avec des instructions. Va préparer du thé pour ma mère. 2 cuillères de sucre, pas trop chaud. Mia préparait le thé parfaitement et le montait, mais Déborah prenait une gorgée et jetait la tasse d'un revers. C'est trop sucré. Tu veux me tuer? Le thé chaud éclaboussait le sol, parfois même les jambes de Mia, et Déborah la fixait comme si elle avait commis un crime. Amelia, elle, observait depuis la porte, un sourire satisfait sur les lèvres. Nettoie ça. Et ne laisse plus ça se reproduire. Mia se mettait à genoux, nettoyant le sol, retenant ses larmes. Elle savait que le thé était fait exactement comme demandé. Mais ce n'était que de la cruauté, gratuite. Charlotte, l'avant-dernière, était la plus cruelle de toutes. Elle ne manquait aucune occasion d'insulter Mia, surtout devant son père. Un soir, alors que Mia aidait le chief Williams à dîner, Charlotte entra et plissa le nez comme si elle sentait quelque chose de répugnant. « Papa, pourquoi cette fille tourne toujours autour de toi ?» dit-elle fort. « Elle est sûrement une chercheuse d'or. Tu sais comment sont ces filles d'Ajagunal, toujours en train de chercher des hommes riches à piéger. » Charlotte, ça suffit, répondit le chief Williams, le visage sombre. « Je dis juste ce que tout le monde pense, » continua Charlotte en examinant ses ongles. « Elle est trop à l'aise avec toi, papa. C'est suspect. » Mia baissa les yeux, ses mains tremblant alors qu'elle portait la cuillerée de soupe à la bouche du chief Williams. Elle voulait se défendre, mais les mots restaient coincés. « Laisse-nous, » dit calmement le chief Williams. Charlotte sortit en haussant les épaules, mais le mal était fait. Après cela, elle fit tout pour rabaisser Mia à chaque occasion. Chercheuse d'or. Fille facile. Voleuse de mari. Chaque mot était un coup de couteau. Sophia, la plus jeune, était différente. Elle restait dans sa chambre, trop faible à cause de son cancer. Mais même dans sa souffrance, elle trouvait moyen d'alourdir la charge de Mia. Sophia vomissait presque chaque jour. La chimio la rendait malade. Et chaque fois, elle appelait Mia. Jamais les autres domestiques. Toujours Mia. Mia, j'ai encore vomi. Nettoie. Mia arrivait avec un seau et des serviettes, nettoyant calmement. L'odeur lui donnait la nausée, mais elle se retenait. Sophia ne disait jamais merci. Elle fermait juste les yeux et attendait que Mia ait fini. Dans cette maison, c'était comme si les autres domestiques n'existaient pas. Tout reposait sur Mia. Cuisine, ménage, soins du chief, course des filles. Elle travaillait de 5 heures du matin à minuit, à peine le temps de manger. Son corps lui faisait mal. Ses mains étaient rugueuses et craquelées. Elle n'était pas rentrée chez elle depuis 3 semaines. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Sa famille avait trop besoin de cet argent. Un soir, après avoir fini toutes ses tâches,
Mia put enfin prendre un bain. L'eau chaude soulagea ses muscles épuisés. Elle se lava rapidement, enfila une simple nuisette et alla frapper à la porte du chief Williams pour lui donner ses médicaments du soir. « Entrez » dit sa voix affaiblie. Elle entra avec un verre d'eau et les comprimés posés sur un plateau. Le chief Williams était assis dans son lit, la regardant avec une expression qu'elle ne comprenait pas. « Vos médicaments, monsieur » dit doucement Mia en lui tendant les pilules. Il les prit lentement, ses mains tremblantes. Après les avoir avalées, il ne lâcha pas le verre. Au lieu de cela, il fixa Mia longuement. « Assieds-toi » dit-il en tapotant le bord du lit. Mia hésita. « Monsieur, je devrais y aller. Il se fait tard. »« Anne, reste, juste quelques minutes. » Elle s'assit prudemment, gardant une distance respectueuse. « Comment as-tu atterri ici, Mia » demanda soudain le chef Williams. « Dans ma maison, à travailler comme ça? Tu es jeune. Tu devrais être à l'école, vivre ta vie. » La gorge de Mia se serra. Personne ne lui avait jamais posé cette question. « Je suis toujours à l'école, monsieur. À l'université, mais j'ai dû faire une pause. Ma famille ne peut plus payer les frais. Ma mère vend des oranges au bord de la route, mais ce n'est jamais assez. Mes frères ont quitté le collège parce qu'on ne pouvait plus payer. Ce travail est la seule façon pour moi de les aider. » Le chef Williams hocha lentement la tête, les yeux tristes. « Donc, tu fais tout ça pour eux. Pour ta famille? »« Oui, monsieur, » murmura Mia. « Je sais que je ne suis pas la meilleure domestique. Je sais que je fais des erreurs, mais je fais de mon mieux. J'ai juste besoin de ce travail. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. » « Te renvoyer ?» Le chef Williams secoua la tête. « Mia, tu es la seule personne dans cette maison qui me traite comme si j'avais de l'importance. Tu sais, ma propre femme ne supporte pas de rester dans la même pièce que moi plus de 5 minutes. Mes filles me regardent comme si j'étais déjà mort. Mais toi tu t'inquiètes pour moi. » Mia ne sut quoi répondre. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les retint. « Tu es belle, Mia, » dit doucement le chef Williams. « Pas seulement à l'extérieur. Ton cœur est beau. Et je suis désolé que ma famille te traite comme elle le fait. » Mia baissa les yeux vers ses mains, le cœur battant. Elle sentait quelque chose changer dans l'air entre eux, quelque chose à la fois dangereux et déroutant. Le chef Williams était un homme mourant, milliardaire, avec 5 filles qui le détestaient. Mia était une pauvre fille des bidonvilles qui essayait juste de survivre. Ils n'auraient jamais dû avoir quoi que ce soit en commun. Et pourtant, dans cette chambre silencieuse éclairée par la lune, ils se comprenaient mieux que personne. Le chef Williams n'était pas un idiot. Il voyait tout. Il voyait comment ses filles traitaient Mia comme si elle était une saleté sous leurs chaussures. Il entendait les insultes, les ordres cruels, la façon dont elle la faisait travailler jusqu'à l'épuisement puis en riait à huis clos. Et même si son corps était faible et que son temps touchait à sa fin, il restait l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Il restait le chef de cette famille, qu'elle l'accepte ou non. Un matin, il convoqua une réunion familiale. Déborah entra dans le salon avec un faux sourire, déjà prête à inventer le mensonge dont elle aurait besoin. Les 5 filles la suivirent, vêtues de vêtements coûteux et affichant des airs blasés. Elles n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le chef Williams était assis dans son fauteuil roulant, Mia debout discrètement derrière lui. Ses mains tremblaient sur les accoudoirs, mais son regard était vif. « Je vous ai réunis parce que nous devons parler », commença-t-il d'une voix faible mais ferme. « De quoi, papa ?» demanda Emma, déjà focalisée sur son téléphone. « De Mia. » Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers la jeune domestique. « À propos d'elle ?» demanda Déborah, d'un ton glacial. « Je sais ce que vous faites toutes, » dit lentement le chef Williams. « Je vois comment vous la traitez. Vous l'envoyez faire des courses inutiles, vous lui faites faire le travail de 10 personnes, vous l'insultez à la moindre occasion. Ça s'arrête aujourd'hui. » Olivia ricana. « Papa, c'est une domestique. C'est ce qu'elles font. Elle travaille. »« Elle n'est pas votre esclave, » répliqua-t-il, plus fort. « À partir d'aujourd'hui, aucune d'entre vous ne lui donnera le moindre ordre. Aucune ne l'enverra faire vos tâches ridicules.
Elle est ici pour s'occuper de moi, pas pour être votre servante. Charlotte éclata d'un rire amer. Donc maintenant, la domestique est spéciale? C'est ça? Oui, répondit sans hésiter le chef Williams. Elle est spéciale pour moi. Et si l'une d'entre vous la touche, si quelque chose arrive à Mia, vous pouvez oublier l'idée de recevoir un seul nérat de mon testament. C'est clair? La pièce explosa. Tu ne peux pas être sérieux, cria Amelia. Cette fille t'a ensorcelé. Déborah se leva, pointant Mia du doigt. Qu'est-ce que tu as fait à mon mari? Je n'ai rien fait, madame, chuchota Mia, tremblante. Menteuse. Déborah avança, mais le chef Williams leva la main. Assieds-toi, Déborah. Vous toutes, asseyez-vous. Personne ne bougea. Elles restèrent plantées là, choquées et furieuses, fixant leur père mourant comme s'il avait perdu la raison. Je suis vieux, continua-t-il, la voix brisée par l'émotion. Je suis faible, mais je suis toujours l'homme qui a tout construit. Cette maison, vos voitures, votre style de vie, tout vient de moi. Et je ne laisserai pas le seul être humain qui me traite avec gentillesse être maltraité. Si vous ne pouvez pas respecter cela, sortez de ma maison. Silence total. Finalement, Déborah se rassit, la mâchoire serrée. Les autres suivirent, brûlant de colère mais conscientes qu'il valait mieux ne rien tenter. Pas encore. Après la réunion, Mia tenta de remercier le chef Williams, mais il l'interrompit. Tu n'as pas à me remercier, Mia. J'aurais dû le faire plus tôt. Mais le mal était fait. La famille détestait Mia plus que jamais. Et tout le monde savait que ce n'était que le début. Les semaines suivantes, le chef Williams commença à s'ouvrir à elle comme jamais auparavant. Il lui parla de son empire, des propriétés à Lagos, Abuja, Port Harcourt. Il lui expliqua le marché immobilier, comment il avait gagné son premier million, les erreurs, les leçons. Mia écoutait attentivement. Elle n'était pas à l'université, mais elle était intelligente. Très intelligente. Ses résultats au WAEC et au NECO le prouvaient. 9 distinctions au WAEC, des à partout au NECO. Elle avait l'esprit pour les affaires, pour les chiffres, pour la stratégie. Il ne lui manquait que l'argent et l'opportunité. Le chef Williams vit cette intelligence dans ses yeux. Il vit son potentiel. Tu pourrais diriger cet empire, lui dit-il un soir. Avec la formation nécessaire, tu pourrais gérer tout ce que j'ai construit. Mia sourit tristement. Monsieur, je ne suis qu'une domestique. Je ne connais rien aux affaires. Tu en sais plus que mes filles, répondit-il amèrement. Elles savent seulement dépenser l'argent, pas le gagner. Toi, tu connais la lutte. Tu connais le travail. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle. Et sans s'en rendre compte, elle commençait elle aussi à tenir au chef Williams. Pas pour son argent. Pas pour ce qu'il pouvait lui offrir. Mais parce qu'il était bon avec elle lorsque personne d'autre ne l'était, parce qu'il la faisait se sentir humaine. Un soir, après qu'elle lui eut donné ses médicaments, il lui prit la main. Mia, je dois te dire quelque chose. Mon dernier souhait. Elle s'assit, le cœur battant. Je veux un fils, dit-il calmement. Avant de mourir, je veux tenir un garçon dans mes bras. Quelqu'un qui portera mon nom, mon sang. Quelqu'un qui héritera de tout ce que j'ai construit. Mia retira brusquement sa main, les yeux écarquillés. Monsieur, je ne peux pas. Je sais ce que je te demande, l'interrompit-il. Je sais comment ça sonne. Mais Mia, tu es la seule en qui j'ai confiance. Ma femme veut ma mort. Mes filles attendent de déchirer mon argent comme des vautours. Mais toi tu te soucies de moi. Et moi de toi. Votre femme va me tuer, murmura Mia. Si elle découvre quoi que ce soit entre nous, elle me détruira. Elle ne te touchera pas. Je te protégerai. Comment? Dit Mia, la voix cassée. Vous êtes malade, monsieur. Vous ne pouvez même pas marcher sans aide. Comment me protégeriez-vous d'elle? Le chef Williams resta silencieux longtemps. Puis il dit, d'une voix lourde de vérité. Tu as raison. Je suis faible. Mais mon argent ne l'est pas. Mes avocats ne le sont pas. Et si tu m'accordes cette chose, je m'assurerai que toi et ta famille soyez protégés à vie. Je le mettrai par écrit. Ce sera légal.
Tu ne manqueras plus jamais de rien. Mia se leva, faisant les 100 pas. Son esprit tourbillonnait. C'était de la folie. C'était dangereux. Mais lorsqu'elle pensa à sa mère sous le soleil à vendre des oranges, à ses frères qui avaient dû abandonner l'école, à la petite chambre qu'ils partageaient tous à Ajagunal, quelque chose en elle se brisa. « Pourquoi voulez-vous un fils à tout prix ?» demanda-t-elle enfin. Le chef Williams ferma les yeux. « Parce que ces femmes dans cette maison ne méritent pas ce que j'ai construit. Elles n'ont pas travaillé pour ça. Elles n'ont jamais sacrifié quoi que ce soit. Tout ce qu'elles ont fait, c'est attendre ma mort. Mais un fils porterait mon héritage. Un fils ferait en sorte que mon nom ne disparaisse pas. » C'était une raison égoïste. Mia le savait, mais elle le comprenait aussi. Dans un monde où l'on te valorise seulement pour ce que tu peux donner, Chief Williams voulait simplement que quelqu'un se souvienne de lui. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit Mia doucement. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Mais le temps était justement ce qu'il n'avait pas. 3 jours plus tard, Mia lui donna sa réponse. « Oui. » Cette nuit-là changea tout. Les semaines passèrent. Au début, personne ne se doutait de rien, mais Mia commença à se sentir malade. Le matin, elle courait aux toilettes pour vomir, le ventre tordu de douleur. Elle essaya de cacher la vérité, de prétendre que ce n'était que du stress ou de la nourriture avariée, mais les signes étaient trop évidents. Amelia fut la première à remarquer quelque chose. En fidèle espionne de Déborah, elle surveillait Mia comme un faucon, toujours à la recherche de quelque chose à utiliser contre elle. Un matin, elle entendit Mia vomir dans la salle de bain et courut immédiatement prévenir sa mère. « Maman, je crois que Mia est enceinte. » Les yeux de Déborah s'agrandirent. « Quoi ? Je l'ai entendue vomir ce matin et elle est souvent fatiguée, elle dort plus que d'habitude. Je te dis que cette fille porte un enfant. » Le visage de Déborah se déforma de rage. « Si ce que tu dis est vrai, alors elle couche avec mon mari. Cette petite sorcière a mangé ma nourriture, dormi sous mon toit et maintenant elle se retrouve dans le lit de mon mari mourant. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Amelia, ravie par le scandale. « D'abord, on confirme. Ensuite, on s'occupe d'elle. » Le lendemain, Déborah força Mia à faire un test de grossesse. Mia n'eut pas le choix. Elle alla à la pharmacie, acheta le test et s'enferma dans la salle de bain. Lorsqu'elle vit apparaître les 2 traits, ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le laisser tomber. Positive. Elle portait l'enfant de Chief Williams. Quand Déborah vit le résultat, elle perdit le contrôle. Elle attrapa Mia par le bras et la traîna dans le salon où toutes les filles étaient réunies. « Regardez-moi ça !» hurla Déborah en brandissant le test. « Cette fille est enceinte. Elle couche avec votre père mourant et elle veut maintenant amener un bâtard dans cette famille pour partager votre héritage. » Les filles explosèrent. Olivia la traita de briseuse de foyer. Emma filma la scène avec son téléphone, déjà en train d'imaginer comment exploiter ce scandale pour faire du buzz. Charlotte cracha à ses pieds. Même Sophia, si fragile d'habitude, lui lança un regard rempli de haine. « Tu es une honte » siffla Déborah. « Tu es entrée dans ma maison comme une simple domestique et tu veux voler mon mari. Eh bien laisse-moi te dire une chose, cet enfant que tu portes ne verra jamais un seul Néra. Je m'en assurerai. » Avant que Mia ne puisse répondre, le bruit d'un fauteuil roulant coupa court au cri. Chief Williams apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle mais les yeux brûlants de colère. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » « Ta précieuse domestique est enceinte, » cria Déborah. « Elle s'est faufilée dans ton lit et maintenant elle veut te piéger avec un enfant. » Chief Williams regarda Mia, puis sa femme, puis ses filles. Il prit une grande inspiration. « Oui, » dit-il calmement. « Cet enfant est de moi. » Le silence tomba comme une pierre. J'ai demandé à Mia de porter mon enfant. Elle ne m'a pas séduit. Elle ne m'a pas piégé. Je l'ai suppliée, et elle a accepté par bonté, une bonté que vous n'avez même pas en rêve. Déborah pâlissait. Tu as fait ça exprès. Oui. Parce que je voulais un fils. Et maintenant, si Dieu le veut, j'en aurai un. Tu es fou, murmura Déborah. Peut-être, dit-il en avançant son fauteuil. Mais je suis toujours le chef de cette famille, et vous savez de quoi je suis capable. Alors écoutez bien. Si quelqu'un touche Mia, si quelqu'un lui fait du mal à elle ou au bébé, je voudrais toute de mon testament. Chaque centime. Tentez-moi. Les filles ne bougèrent pas.
Mais la haine dans leurs yeux était évidente. À partir de ce moment, Mia ne fut plus seulement une domestique. Elle devint un ennemi. Et Deborah Williams, avec ses 5 filles, commença à planifier sa vengeance. Mia était terrifiée. Chaque pas dans la maison ressemblait à marcher dans un champ de mines. Chaque coin pouvait cacher un piège. La grossesse n'était âgée que de 3 semaines, à peine visible, mais le danger était déjà réel. Elle le voyait dans les yeux assassins de Deborah, dans les chuchotements des filles, dans les regards lourds de menaces. Une nuit, après que tout le monde se fut endormi, Mia se glissa dans la chambre de Chief Williams. Ses mains tremblaient. « Monsieur, je ne peux pas rester ici, » murmura-t-elle. « J'ai peur. Ces femmes veulent ma mort. Je le sens. » Chief Williams la regarda avec une inquiétude profonde. Il voulait la protéger, mais il était faible, bloqué dans un fauteuil, mourant lentement. Et le bébé n'avait que 3 semaines. On ne savait même pas encore si c'était un garçon ou une fille. Mais il l'aimait, il le savait. Peu importait le sexe de l'enfant, il le protégerait. « Donne-moi quelques jours, » dit-il doucement. « Je vais trouver une solution. » 3 jours plus tard, Mia revint dans sa chambre. Cette fois, il avait une décision irréversible dans les yeux. « Tu vas quitter le Nigeria, » dit-il fermement. Mia écarquilla les yeux. « Quoi ? Je t'envoie à l'étranger. Quelque part où tu seras en sécurité. Tu y resteras 9 mois, tu accoucheras en paix, et tu reviendras quand ce sera sûr. Si tu restes dans cette maison, Mia, tu ne survivras pas. Je connais ma famille. Elles sont capables du pire. Mais monsieur, aucune discussion. J'ai déjà tout organisé. Mon jet privé t'emmènera. Je t'enverrai de l'argent chaque mois. Tu auras les meilleurs médecins, les meilleurs soins. Fais-moi juste confiance. » Mia voulut pleurer. Elle voulut le remercier, mais aucun mot ne sortit. Elle hocha seulement la tête. Mais ce que Chief Williams ignorait, c'est que Deborah avait tout entendu. Depuis la découverte de la grossesse, Deborah avait placé un petit enregistreur dans sa chambre. Chaque nuit, pendant qu'il dormait, l'appareil captait tout. Les conversations, les plans, les secrets. Le matin, elle récupérait l'enregistreur, écoutait attentivement et planifiait ses contre-attaques. Quand elle entendit le plan d'envoyer Mia à l'étranger, elle sourit. Un sourire froid. Malveillant. Elle alla voir Amelia. « Ton père envoie cette fille hors du pays, » murmura-t-elle d'une voix glaciale. « Il pense pouvoir la cacher, mais nous allons l'en empêcher. » Les yeux d'Amelia s'illuminèrent. « Comment, maman ? Laisse-moi faire. Mais préviens tes sœurs. Elles doivent toutes être prêtes. » Le seul problème, c'est qu'Amelia ne savait pas garder un secret. Quelques heures suffirent pour que toute la maison soit au courant. Et chacune commença à préparer son propre plan d'attaque. Deborah frappa la première. Elle était intelligente, froide, calculatrice. Si Mia devait quitter le Nigeria, il lui fallait des documents. Passeport, acte de naissance, numéro d'identification nationale. Sans ces papiers, elle serait coincée. Deborah fit quelques appels. Elle connaissait des gens dangereux. Des gens qui faisaient des choses sales pour un bon prix. En 2 jours, des hommes se présentèrent chez la famille de Mia à Ajagunal. La mère de Mia vendait des oranges au bord de la route quand ils sont arrivés. Ils n'ont blessé personne. Ils n'ont menacé personne. Ils sont simplement entrés dans la petite pièce où vivait la famille, ont fouillé partout et ont emporté tous les documents qu'ils ont trouvés. Acte de naissance, dossier scolaire, carte NIN de Mia, ancien passeport, tout. En rentrant et en voyant le désordre, la mère de Mia appela sa fille, la voix tremblante. « Mia, des gens sont venus. Ils ont pris tous tes papiers. Tout. Qui as-tu offensé ?» Mia sentit son estomac se nouer. Elle savait exactement qui était responsable. Quand elle l'annonça à Chief Williams, ses poings se crispèrent. Même dans sa faiblesse, la colère brûlait en lui. « Ne t'inquiète pas, » dit-il entre ses dents. « Je vais appeler mes gens. On va te refaire tous tes papiers. Ils ne peuvent pas nous arrêter. » Mais c'était exactement ce que Deborah voulait. Elle voulait que Chief Williams s'agite, qu'il passe des appels, qu'il perde du temps à régler le problème. Car pendant qu'il était distrait, la véritable attaque se préparait. Olivia, elle, avait pris les choses personnellement. De toutes les filles, c'était elle qui était la plus obsédée par l'argent de son père à cause de Kenneth,
son petit ami arnaqueur, qui la pressait chaque jour. Quand va-t-il mourir? Quand est-ce qu'on touche l'argent? Olivia ne pouvait pas laisser une simple domestique d'Ajagunal réduire ses plans à néant. Alors, elle engagea ses propres hommes. Pas pour voler des documents, mais pour faire bien pire. Le jour où Mia devait partir pour l'aéroport, Olivia prévoyait de la faire intercepter. Les hommes devaient bloquer la voiture, l'arracher du siège et la faire disparaître. Simple, propre, et Olivia pourrait jouer la fille choquée lorsque la police viendrait poser des questions. Mais Chief Williams n'était pas stupide. Il avait passé 30 ans dans les affaires. Il savait comment les serpents se faufilaient. Il pensait toujours 10 coups à l'avance. Il annonça une fausse date de départ. Il dit à tout le monde dans la maison que Mia partirait vendredi après-midi. Il fit tout un théâtre, demanda même à un chauffeur de préparer la voiture devant les domestiques. Mais le vrai plan était tout autre. Très tard dans la nuit du jeudi, quand le manoir était sombre et silencieux, il envoya un message à Mia. « Pars maintenant. Ne dis rien à personne. Passe par la porte arrière. Mon chauffeur t'attend. » Mia lut le message, son cœur battant si fort qu'elle pensait réveiller la maison. Elle prit un petit sac avec l'essentiel, enfila une robe simple et sortit de sa chambre comme une voleuse. La maison semblait trop calme. Chaque craquement du parquet la paralysait. Chaque ombre la faisait sursauter. Mais elle avança, pas après pas, jusqu'à la porte arrière. Une voiture noire l'attendait, moteur allumé. Le chauffeur ouvrit la porte sans un mot. Mia monta. En s'éloignant, elle regarda le manoir une dernière fois, sa main posée protectrice sur son ventre. Au lever du soleil, Mia était déjà dans un petit aérodrome privé, embarquant dans le jet de Chief Williams. Pas d'aéroport public, pas d'enregistrement officiel. Juste un départ silencieux, discret. L'avion décolla à l'aube, traversant les nuages, emportant Mia loin de l'enfer qu'elle avait vécu. Pendant ce temps, au manoir, Déborah se réveilla au vendredi, impatiente de voir son plan réussir. Elle avait placé Amelia près du portail pour surveiller le départ de Mia. Les hommes d'Olivia attendaient déjà sur la route, prêts à agir. Mais la matinée passa, aucune Mia. Déborah sentit une inquiétude la traverser. Elle monta en trombe à l'étage et frappa à la porte de Mia. Pas de réponse. Elle ouvrit la porte. La chambre était vide. Le lit fait. Les affaires de Mia avaient disparu. Le visage de Déborah devint rouge de rage. « Où est-elle » hurla-t-elle. Les filles fouillèrent toute la maison. Rien. Mia avait disparu. « Elle nous a eus » dit Emma en fixant son téléphone, abasourdie. Cette fille a vraiment réussi à s'enfuir. Olivia appela ses hommes, paniquée. « Vous l'avez vue? Elle est sortie? » Personne n'est sorti, madame. On surveille depuis hier. Déborah voulait tout casser. Elle avait été humiliée, trompée par un homme en fauteuil roulant, mourant. Mais Chief Williams n'avait pas fini. Pendant que Mia se remettait du stress à l'étranger, s'habituant à sa nouvelle vie, Chief Williams appela son avocat de confiance. Un homme qu'il connaissait depuis 20 ans. « Je veux un Nouveau Testament, dit-il, la voix faible mais décidée. À ma mort, Déborah aura une petite part, juste assez pour vivre. Mais 80% de tout ce que je possède ira dans un fonds pour mon fils. » Votre fils? Demanda l'avocat, confus. Il n'est pas encore né, mais il le sera. Et à ses 18 ans, tout lui reviendra. Les propriétés, les entreprises, les investissements. Tout. Rendez ça inattaquable. Silence. Puis, considérez que c'est fait, Chief. 9 mois plus tard, dans un hôpital discret à l'étranger, Mia accoucha. Le bébé arriva en pleurant, en bonne santé. Le médecin sourit. Félicitations. C'est un garçon. Mia prit son fils dans ses bras et éclata en sanglots. Pas de tristesse. Mais de soulagement. De joie. De tout ce qu'elle avait traversé. Et Déborah? Et ses filles? Lorsqu'elles apprendraient l'existence de ce fils, que feraient-elles? Accepteraient-elles la défaite? Ou leur rage les pousserait-elle à quelque chose d'encore plus dangereux? La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Si tu veux connaître la suite, savoir si Chief Williams a vécu assez longtemps pour voir son fils, ou si Mia est revenue affronter les vautours qui l'attendaient dans le manoir. Abonne-toi dès maintenant.
Partage cette histoire. Et prépare-toi pour la suite. Elle va te couper le souffle. Merci.